ABK Radio, l'interview. Le docteur Louis-Marie Cacdeux est avec nous ce matin. Docteur Louis-Marie Cacdeux, merci de choisir d'être avec nous encore ce matin sur ABK Radio, la fréquence utile et agréable. Bonjour, bienvenue. Bonjour Didier. Et comme tu l'as dit, j'adresse mes salutations pour ABK Radio. Voilà, allez, c'est vrai qu'on va devoir s'entendre avec la connexion ce matin qui semble un peu faire des siennes, mais globalement, vous êtes avec nous et nous parlerons d'au moins 2 sujets ce matin. Et l'hospitalité camerounaise voudrait qu'on s'intéresse également aux problèmes des autres, avant de revenir et parler des nôtres propres. Avec nous, on parlera d'une fiscalité verte coercitive qui, selon vous, est sans intérêt pour le citoyen. Mais avant cela, ce qui est d'intérêt pour le Gabonais peut l'être pour les Camerounais, quand on sait que le président Ali Bongo a été débarqué après 14 ans de pouvoir, on va dire sans partage, puisque déjà avant cela, près de 30 ans, plus de 30 ans avant, son père était déjà là. Louis-Marie Cacdeux, que vous inspire les actualités au Gabon? Est-ce que vous êtes comme ceux qui pensent qu'il ne faut pas aller jusqu'à croire que ce qui s'est passé au Gabon pourrait se passer au Cameroun un jour, même pas extraordinaire? C'est la suite logique d'un déclin que l'on observe depuis une bonne quinzaine d'années, pas simplement au niveau de l'Afrique. Je ne voudrais pas qu'on limite ça au niveau de l'Afrique. On peut voir les manifestations de ce phénomène-là en Afrique et mettons ça dans un cadre global pour comprendre également ce qui peut arriver chez nous et éventuellement comment est-ce que nous pouvons nous retourner résolument vers la volonté du peuple. Il y a ce qu'on a théorisé, beaucoup de personnes ont écrit et documenté ce que certains ont appelé la crise de la démocratie représentative. La démocratie représentative telle que ça se vit et ça se joue aujourd'hui ne correspond plus aux aspirations du peuple. En gros, les représentants du peuple ne regardent plus vers la même direction que le peuple, peut-être à cause des intérêts patrimoniaux pour ce qui concerne nos pays que les représentants du peuple défendent aujourd'hui, ce qui ne convient pas toujours au peuple. Et donc, ça se manifeste différemment. En Europe, il y a des auteurs comme Kumel qui ont écrit il y a une bonne quinzaine d'années sur ce qu'il appelait l'hiver de la démocratie. C'est-à-dire que pour lui, la démocratie est en train de chuter, de tomber et que un nouveau mode de gouvernance est en train de s'installer. Et il s'est demandé si on ne va pas vers le populisme. Et donc, pour les mêmes raisons de crise de la démocratie représentative en Europe, on a vu monter, il y a déjà une bonne décennie aujourd'hui, les vagues de populisme, l'extrême droite a pris le pouvoir dans beaucoup de pays. On a vu la radicalisation se mettre en œuvre en Afrique. On a commencé par ce qu'on a appelé le printemps arabe dans plusieurs pays, et c'était la manifestation du même phénomène. En Europe même, il y a eu les feux orange, la rue a chassé les chefs d'État en Ukraine, en Géorgie, etc. On s'attendait à ce que ça arrive en Russie, même si c'est instrumentalisé ou pas, je suis pas encore à ce niveau. Mais j'observe qu'il y a un phénomène global où la forme de représentation ne marche plus. Et la représentation est un critère important de la démocratie. Et lorsque les gens vous mandatent, vous donnent un mandat pour agir en leur nom et que vous n'assumez pas convenablement ce mandat, ces personnes sont toujours poussées à vouloir reprendre leur mandat et donc reprendre leur pouvoir pour l'orienter conformément à leur désir. Et c'est un peu ça ce qu'il faut voir. Et donc, si vous regardez en Afrique subsaharienne ce qui est en train de se passer depuis un certain nombre d'années, il y a ce problème d'extrémisme radical qui est arrivé. Nos populations se sont radicalisées et cela s'est manifesté différemment. Et donc, au Burkina, au Mali, on va vous parler de
problèmes de sécurité qui expliquent depuis 2012 des vagues de coups d'État dans ces pays-là. Dans d'autres pays comme le Niger ou bien encore la Guinée, on va vous parler de l'extrême pauvreté, donc de la précarité qui motive ces comportements-là. Et de plus en plus, vous allez voir que même au Gabon, il arrive un moment où on vous dit que le pouvoir patrimonial est inacceptable. Tout ça, c'est parce que ce pouvoir ne s'appuie pas sur la légitimité, même s'il y a une espèce de légalité, mais cette légitimité qui correspond avec les aspirations, les attentes du peuple. Et donc, au Cameroun, nous sommes dans la même situation, une situation où le peuple camerounais dans sa globalité, les populations expriment des attentes, expriment des préoccupations qui ne sont pas portées en politique. Et c'est d'ailleurs ce qui explique que dans l'essentiel de ces pays-là, si vous voyez le taux de participation aux opérations électorales, c'est très bas et que un des phénomènes de fraude électorale aujourd'hui, c'est sur le taux de participation, parce que dans beaucoup de nos pays, ça n'atteint pas 30%, même en Occident, même en Europe. Et c'est ça. Et donc, si vous êtes dans un pays où c'est une poignée de personnes qui pilotent et gèrent, il est clair que la rue va grogner dans certains cas, ou encore que certains vont prendre leurs responsabilités pour mettre fin à ce système-là. Et donc, nous disons très clairement que dans le cadre de notre pays, il est temps que les préoccupations du peuple et les préoccupations du citoyen soient sur la table ou bien dans l'agenda politique. Et c'est d'ailleurs pour ça que un parti comme le nôtre, qui est parti d'une démarche très radicale, a compris qu'il faut remettre le citoyen et les préoccupations du citoyen au centre de l'action politique pour faire en sorte que l'offre alternative qui viendra après Paul Biya soit une offre qui correspond exactement à ce que les gens demandent et à ce que les gens veulent. Si on ne parle pas de la vie chère, comme au Gabon, les gens avaient un problème de vie chère. Si vous parlez pas de ça et vous pensez que la politique consiste à entrer dans le système clientéliste pour tirer sa part, ça ne marchera pas. Et c'est à nous aujourd'hui, gouvernants d'une part et citoyens d'autre part, de comprendre qu'une fois pour toutes, le choix qui doit être opéré doit être le choix des préoccupations du citoyen et que l'agenda politique doit être meublé convenablement. On voit qu'est-ce qu'on a vu hier, le lundi 4 septembre au Gabon, lors de l'investiture du nouveau président. Tout le monde a fait allégeance. Donc, toutes les personnes aujourd'hui qui croient qu'ils ont le soutien, je ne sais pas moi de qui, ça va changer entièrement. C'est-à-dire que Bongo est parti, même pas une semaine, tout le monde a fait allégeance. Tout le monde, en commençant même par son premier ministre. Et donc, ça doit parler aux gens au Cameroun aujourd'hui et dire, il est venu le temps que nous, pour anticiper sur ces genres de choses-là, que l'on mette le peuple, le citoyen, moi je parle du citoyen dans mon débat, je parle beaucoup de peuple, qu'on mette le citoyen au cœur des actions politiques. Quand je parle du citoyen, c'est le pouvoir d'achat. Dans nos pays aujourd'hui, on dit clairement que le ventre affamé n'a point d'oreille. Et c'est pour ça que ça peut être manipulé. Je ne veux pas entrer dans le débat de qui est derrière, qui n'est pas derrière. Mais si on manipule les gens, c'est parce que leur ventre est affamé. Si on manipule les gens, c'est parce qu'ils vivent dans la précarité et que les besoins élémentaires que sont l'alimentation, l'habitat, la santé, l'éducation, ces besoins ne sont pas comblés. Et si on n'arrive pas à le faire, l'assurance maladie, la sécurité sociale, voilà les questions que je dis qui doivent être sur la table des politiques aujourd'hui. Et je suis heureux que le parti auquel j'appartiens va vers cette réforme et que d'ici octobre, le mois prochain, nous allons résolument prendre cette ligne-là au Congrès, faire voter par nos militants et que nous allons nous concentrer dessus pour apporter une autre alternative à nos citoyens.
Merci pour ce décryptage, docteur Louis-Marie Cardeux. Rappelons qu'on parlait là du Gabon avec le général Brice Oligui Nguema qui a donc renversé Ali Bongo la semaine dernière. Il a prêté serment hier comme président d'une transition dont la durée n'est pas encore, précisons-le, déterminée, mais au terme de laquelle il a promis d'organiser des élections libres, c'est-à-dire de remettre le pouvoir aux civils. On peut s'en féliciter avant de revenir au Cameroun. Bon, il ne parle pas comme quelqu'un qui est venu pour partir. Et lorsque tout le monde, quelque chose est nouveau dans la situation du Gabon, c'est qu'on a réhabilité le Conseil constitutionnel. Le plus souvent, lorsque il y a des putsch, on suspend la Constitution, on suspend les institutions. Et lui, il a réhabilité le Conseil constitutionnel pour dire même qu'il a réhabilité la Constitution. Ce qui veut dire que il prend la légalité. Ce ne sera pas simplement la légitimité. Il prend la légalité. Il a prêté serment comme président de la République, conformément à la Constitution. Ça en dit long sur ce qui va suivre. On verra bien ce qui va suivre. Nous ne sommes pas des devins pour savoir ce qui va se passer, mais ça en dit long sur les intentions. Aujourd'hui, il n'y a aucun pays au monde qui peut prétendre ne pas reconnaître la légalité du pouvoir au Gabon parce que le Conseil constitutionnel en place l'a investi. Vous comprenez, conformément à la Constitution, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Dans les autres putsch et les autres pays, on n'observe pas toujours ça. Lorsqu'on a suspendu les institutions, tout est suspendu et là, c'est quand même un peu curieux au Gabon. On verra dans la suite comment est-ce qu'il constitue le gouvernement. On verra le sort qu'il va faire au Parlement. On a vu que tout ce monde-là lui a fait allégeance. On verra s'il va les reconduire, s'il va les réhabiliter, comment ça va se passer. On verra. On verra si on va réorganiser les nouvelles élections. On verra tout ça. Et c'est quand même une situation curieuse. Mais pour moi, et ce que je dis, c'est que si on ne veut plus avoir ça, et si on ne veut pas avoir des peuples qui acceptent que l'ordre constitutionnel soit suspendu parce qu'ils expriment un ras-le-bol ou encore trouvent que la délivrance est dans l'alternance, si on ne veut pas ça, il faut mettre ces citoyens-là au cœur de l'agenda politique. Et malheureusement, si celui-là prête serment et on ne voit pas dans les politiques publiques une innovation, une rupture, c'est que cela n'a servi à rien et que la continuité du pouvoir néocolonial va être effective, quoi. C'est qu'on sera en train de prendre les mêmes et recommencer. Et moi, je suis très critique sur des coups d'État. Pourquoi? Parce que je prends un pays comme le Bénin. Au Bénin, vous avez aujourd'hui environ 20 alternances au pouvoir, dont une bonne quinzaine de coups d'État. Ça n'a pas sorti le Bénin de la pauvreté. Pourquoi? Parce que effectivement, les politiques publiques appliquées au Bénin ne correspondent pas à ce que je suis en train de dire, à savoir les politiques de développement. Et donc, c'est finalement ces programmes alternatifs qu'il faut mettre en avant. Et c'est finalement ces questions de politique publique qu'il faut discuter. Et donc, dans l'essentiel de nos pays, on ne discute que très peu du contenu et malheureusement, cela ne sort pas les peuples les Africains de la précarité, quoi. Puisqu'on parle de politique publique, revenons donc au Cameroun. Vous avez été complet sur la question du Gabon. Si vous êtes d'accord, nous allons à présent nous intéresser à la fiscalité, si vous êtes d'accord. Et donc, oui, avec plaisir. On va donc, en parlant de fiscalité ce matin, parler de fiscalité verte coercitive, dont vous dites qu'elle est sans intérêt pour le citoyen. Et pourtant, j'avais envie de dire que la fiscalité verte occupe une place qui semble privilégiée et qui semble de plus en plus croissante, non? Mais vous dites que c'est sans objet. Expliquons ce que c'est que la fiscalité verte. C'est une bonne chose à condition, une fois de plus, que l'on retourne ça à l'avantage des citoyens. Je veux me rassurer, dans le cadre de ma dernière sortie, que dans l'orientation qui est donnée, ce sera retourné vers le citoyen, que ce ne sera pas
une sanction. Parce qu'une fois de plus, si vous sanctionnez le citoyen, il va se retrouver opprimé et il ne va pas manquer de croire que derrière ces sanctions, il y a des intentions inavouées et pour notre cas, des intentions néocoloniales. La fiscalité verte, c'est un ensemble de mesures mises sur pied pour protéger la planète, pour réduire les méfaits de nos actions économiques et sociales sur l'environnement, sur la planète. Pourquoi? Parce que le mouvement écologique qui est né nous appelle à être responsables. Responsable veut dire quoi? Veut dire que nous acceptons que la planète que nous avons héritée, qu'il faut transmettre cette planète à nos enfants. Et que nous ne devons pas détruire avant de transmettre à nos enfants. Que nous ne devons pas réchauffer la planète avant de transmettre à nos enfants. La responsabilité écologique ici signifie que nous acceptions de transmettre à nos enfants au moins à hauteur de ce que nous avons reçu. C'est ce mouvement qui existe et qui domine de plus en plus les réflexions dans le monde. Et donc, ce n'est pas mauvais en soi de dire qu'il faudrait que nous agissions pour que notre planète soit meilleure ou que la qualité de vie soit meilleure. Et pour ce faire, il y a des comportements qu'il faut adopter. Des comportements qui vont dans le sens de réduire le gaspillage, par exemple. Et donc, le fait est que pendant que vous gaspillez à gauche, il y a des gens qui en manquent à droite. Et ces gestes qui visent à réduire le gaspillage, par exemple, s'appellent éco-gestes ou encore éco-attitude. Des comportements qui visent à protéger l'environnement, qui visent à réduire le gaspillage, qui visent à réduire les méfaits de nos actions sur les autres et sur nous-mêmes. C'est ça qu'il faut promouvoir. Et pour promouvoir ça, il faut inciter les gens à aller vers là. Il ne faut pas aller dans le sens de sanctionner le citoyen qui a des comportements polluants par défaut, c'est-à-dire qu'il n'a pas le choix d'avoir ces comportements polluants. Allons terre à terre. S'il faut aujourd'hui sanctionner les ménages qui préparent avec du charbon, ce serait une mesure répressive contre le citoyen. Pourquoi? Parce que les gens ne préparent pas avec le charbon parce qu'ils ont le choix. C'est parce qu'ils n'ont pas le choix, effectivement, que dans les ménages, les ménages les plus pauvres dans nos villes, les gens se retrouvent à utiliser le charbon. Le charbon est polluant, nous sommes d'accord. Mais si vous ne voulez plus qu'on utilise le charbon, il faut encourager les gens à aller ailleurs et utiliser d'autres sources d'énergie moins polluantes. Et c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Et pour envoyer les gens ailleurs, utiliser par exemple le biogaz pour les besoins des ménages, il faudrait défiscaliser le biogaz. Et donc, ce que moi particulièrement, je vais regarder dans la loi de finances 2024, c'est si le gouvernement a défiscalisé le biogaz et si le gouvernement a donné des incitations aux investisseurs pour qu'ils s'intéressent à la production du biogaz. Ces incitations, c'est de leur donner des avantages, des exonérations fiscales et dire qu'une entreprise qui produit le gaz aura 5-10 ans d'exonération, le biogaz aura 5 ou 10 ans d'exonération fiscale. Si on le fait, c'est bien. Ça veut dire que sans sanctionner le citoyen qui vit déjà mal, qui n'a pas de choix et qui utilise le charbon, on l'encourage à muter vers une source d'énergie protectrice de l'environnement, sans toutefois mettre quelqu'un en difficulté. C'est ça que je veux regarder. Si on veut sanctionner aujourd'hui toutes les personnes qui utilisent les ampoules, je parle d'ampoules électriques polluantes, ce serait
injuste et disproportionné. Ce que le gouvernement doit faire, et c'est ce qu'on doit regarder dans la loi de finances 2024, c'est si par exemple on détaxe les ampoules économiques. Ça c'est important. Et donc dans une ville comme Douala, effectivement, il y a des ampoules qui consomment énormément l'énergie électrique. Et donc ça peut engendrer les délestages et tout ça. Le comportement responsable, en fait, c'est de pousser les gens à utiliser des ampoules à basse consommation pour que le maximum de population puisse en jouir. Pour pousser les gens vers là, il faut détaxer ces ampoules-là. Au lieu de créer, par exemple, une taxe carbone. La taxe carbone signifie que au moins 95% des voitures dans nos pays vont être sanctionnées. Ça n'a pas de sens. Les gens n'achètent pas ces voitures d'occasion parce qu'ils ont le choix. Combien de personnes peuvent acheter des voitures neuves? Il n'y en a pas. Mais si vous voulez pousser les gens à aller vers des sources d'énergie moins polluantes, on donne des incitations pour que les gens aillent vers là. On donne par exemple des exonérations pour que les entreprises qui produisent ces produits polluants puissent changer leurs équipements. Et donc, dans beaucoup de pays, la mesure consiste à donner, par exemple, à prendre des mesures de défiscalisation, c'est-à-dire que d'exonération des droits de douane et d'exonération d'un certain nombre d'impôts sur les nouvelles équipements, en disant aux gens, si vous achetez vous rééquipez de nouveau en utilisant des équipements éco-responsables, alors vous avez un boulevard devant vous comme avantage que le gouvernement donne. Si vous voulez pousser les gens à consommer des produits bio parce que des produits chimiques détruisent notre santé, alors il faut défiscaliser, détaxer les produits bio pour encourager la production de ces produits et encourager aussi les populations à aller vers là. Voilà un peu ce que j'attends. Or, jusqu'ici, le chef de l'État a instruit dans sa lettre circulaire du 30 août dernier la création de nouveaux impôts. Je crains que ces gens nous créent simplement la taxe carbone et appellent ça fiscalité verte. Non, ce serait une très mauvaise décision et c'est pour ça que je suis monté au créneau. Voilà, Dr Louis-Marie Cagdeux, je vous dis merci infiniment d'être passé par ici ce matin. On va suivre tout cela et puis on va débriefer en temps opportun avec vous comme d'habitude. À mardi prochain. Oui. Jusqu'à ce que la loi de finances 2024 soit votée, moi, je serai à l'affût. Moi, je mènerai la veille pour à chaque fois informer les citoyens et leur qui est en train d'être préparé et éviter que le chef de l'État a aussi recommandé dans sa lettre. On n'a pas eu le temps d'analyser, on peut mardi prochain. Cette idée qui s'appelle maintenant budget d'impact est quelque chose que nous devons tous comprendre ce que c'est et comprendre les implications dans notre vie quotidienne. Avec Radio. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. Avec un matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.